Village de Dieu, Port-au-Prince, fin d'après-midi. La caméra survole les ruelles étroites du quartier de Village de Dieu. Des enfants courent pieds nus, des détonations au loin. Le soleil se couche lentement, teintant le ciel de rouge. Les gens ferment leurs portes autour. Le silence n'est pas paisible ici, il est menaçant. Dans une petite maison en tôle, Nadine, 17 ans, attache ses cheveux en regardant par la fenêtre. Elle sait, quelque chose approche. Bam! Bam! Un poing dur frappe la porte en bois. Sa mère sursaute. Nadine marche lentement, ouvre à moitié. Un homme, casquette baissée, chaîne au cou, tatouage sur la joue. Un soldat du gang. Il murmure. Boss veut te voir. Ce soir. 8 heures. Prépare-toi. T'es à lui maintenant. Il lui jette un regard qui ne laisse place à aucun doute. Puis il s'en va. Sa mère n'a rien entendu, elle cuisine dans la pièce du fond. Nadine reste debout, pétrifiée, la gorge sèche. Nadine va dans sa chambre. Elle verrouille la porte. Elle prend son petit téléphone à boutons. Compose un numéro. Allô, Shana? C'est moi. J'ai besoin d'aide. Une voix de fille panique à l'autre bout du fil. Dis pas que c'est à cause du chef. Tu vas faire quoi? Nadine. Je dois partir. Ce soir. Je peux pas rester ici. Tu connais quelqu'un qui peut m'héberger de l'autre côté de la ville? Quelques heures plus tard, dans une ruelle étroite, Nadine retrouve Shana, sa meilleure amie. Elle s'étreigne en silence. Nadine. T'as l'argent? Même un petit peu. Juste pour prendre un tap-tap. Shana sort discrètement 500 gourdes cachées dans son soutien-gorge. C'est tout ce que j'ai. Mais prends-le. Promets-moi que tu vas survivre. Nadine la regarde, les yeux humides. Je vais pas me laisser mourir ici. Ils m'auront pas. Nadine rentre discrètement chez elle. Elle prend un sac plastique noir, y met une robe, un t-shirt, un savon, son téléphone, un chargeur et une photo de sa mère. Elle regarde sa mère qui dort sur une natte. Pardonne-moi, maman. Si je reste, je meurs. Elle sort sans un bruit, passe par la cour voisine, escalade un petit mur et disparaît dans la nuit. Elle monte dans un tap-tap bondé, se cache sous un char. 2 heures plus tard, elle arrive à Tabar, un quartier plus calme. Son amie Valeria l'attend. Casque fond sonore, battement de cœur. Une larme tombe sur le téléphone. Nadine regarde le ciel, debout sur le toit de la maison de son amie. Elle est libre, pour l'instant. T'as pas peur? Nadine, si. Mais j'ai plus le choix. Embarquée dans un tap-tap. Nadine descend à Carrefour, une zone de transit toujours tendue, où les regards sont lourds. Elle garde sa capuche serrée sur sa tête. La tension est palpable. Elle entre dans une petite boutique de recharge téléphonique. Pendant qu'elle recharge son téléphone, elle entend 2 jeunes hommes parler fort. Ils disent qu'elle a quitté la zone, le chef est furieux. Il la recherche. Nadine recule lentement, le sang glacé. Elle sort, en sueur malgré le vent. Elle comprend, les rumeurs courent vite, très vite. Nadine rejoint Shana en urgence dans une petite maison à Delma 33. L'ambiance est tendue. Shana lui montre des captures d'écran WhatsApp. Ils ont dit que si jamais ils te retrouvent, c'est fini. Ils pensent que tu vas parler aux autorités. Pour eux, tu es une menace. Ton nom circule dans 3 groupes WhatsApp. Nadine, ils ont mis un prix sur ta tête. Nadine panique. Son cœur bat à 100 à l'heure. Nadine, je pourrais pas me cacher tout le temps, je dois partir d'ici. Shana, en chuchotant, il y a un groupe qui part bientôt pour le Brésil, depuis l'aéroport du Cap-Haïtien. Tout est déjà organisé et payé, si tu veux, tu peux te joindre à eux. Dans la chambre d'amis chez Valeria, à Pétionville, quartier sécurisé, Nadine regarde par la fenêtre. Elle voit les lumières, les maisons gardées, la sécurité relative. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas y rester longtemps. Valeria entre avec un ordinateur portable. Valeria, les billets sont prêts. Tu pars dans 3 jours depuis Cap-Haïtien. Le vol va au Brésil.
De là, tu vas traverser la jungle. Il y a un contact colombien au point de départ du Darien. Nadine. Je peux pas croire que je vais faire ça. Traverser la jungle. Valeria pose une main sur son épaule. Tu as deux choix. Rester ici et mourir. Ou tenter ta chance et vivre. Valeria aide Nadine à préparer un sac discret. Une lampe frontale. Un powerbank. Un téléphone avec GPS hors ligne. Quelques dollars US. Médicaments de base. 3 bouteilles d'eau. Une couverture de survie. Shanna arrive avec une petite croix en bois et la glisse dans le sac. Prends ça. C'est pas juste pour prier. C'est pour te rappeler qui tu es. Nadine monte dans un bus de nuit vers Cap-Haïtien. Elle serre son sac contre elle. Autour d'elle, d'autres jeunes femmes, silencieuses, regardent par la fenêtre. À côté d'elle, une vieille dame lui murmure, « Petite, tu ne laisses pas ça derrière toi. Tu l'emportes avec toi. Tu es une lumière. » Au terminal, une tension nerveuse plane. Les agents ne posent pas trop de questions. Le groupe de migrants organisé par Valeria se retrouve. Nadine monte dans l'avion avec une seule pensée. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante. Avion au décollage. L'avion s'élève, elle regarde Haïti s'éloigner par le hublot. Une larme coule. Il fait chaud. Humide. Le Brésil est chaotique, bruyant, mais encore inconnu. Nadine se retrouve avec 12 autres migrants dans un petit hôtel. Un homme barbu leur parle en espagnol, rapidement. Il parle du trajet vers le Darien, des guides, des risques, serpents, fleuves, morts. Nadine regarde sa photo de sa mère. Elle pense. Pardonne-moi. Mais je dois vivre. À peine arrivée à la frontière entre le Brésil et la Colombie, la réalité du voyage lui tombe dessus comme une gifle. Le passeur, un homme à la voix grave, lui jette un regard noir. Tu veux traverser sans payer, hein? Tu crois que c'est gratuit? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Un autre soldat, appuyé contre un arbre, la dévisage en silence. Nadine est seule. L'argent de son ami est déjà presque fini. Il lui propose un « échange ». Son cœur se serre. Ses mains tremblent. Elle ne veut pas. Mais si elle dit non, elle risque sa vie. Elle le voit dans leurs yeux. Ce n'est pas une menace. C'est une certitude. Quelques jours plus tard, elle entre dans la jungle du Darien, cette frontière maudite entre la Colombie et le Panama. Une route que même les cartes refusent de nommer. Il pleut. La boue colle à ses jambes. Elle marche pendant des heures, les chaussures déchirées, le regard fixé sur les empreintes devant elle. Elle n'ose pas s'arrêter. Les cris d'animaux bizarres résonnent à la tombée de la nuit. Parfois, un hurlement humain, ou pas. Un moment, elle glisse, tombe les mains premières dans la boue, et relève les yeux pour voir. Un serpent. Noir. Mince. Silencieux. À quelques centimètres de son visage. La rivière arrive. Elle n'est pas large, mais elle est rapide. D'un courant violent. Une corde est attachée d'un tronc à l'autre. Ceux qui savent nager passent. Mais Nadine ne sait pas. Elle a toujours eu peur de l'eau. Et pourtant, elle prend la corde. Elle avance. Un pas. Puis un autre. L'eau la pousse, la soulève, l'emporte presque. Elle sent son cœur battre dans ses oreilles. Des cris derrière elle. Quelqu'un tombe. Mais elle traverse. Mouillée. Tremblante. Vivante. Plus loin, les morts jalonnent la route. Silencieux. Oublié. Un jeune homme, adossé à un arbre. Encore ses chaussures aux pieds, les yeux ouverts vers le ciel. Peut-être 19 ans. Peut-être haïtien, comme elle. Nadine baisse les yeux. Elle ne peut pas pleurer. Plus maintenant. Les larmes sont un luxe. Elle hurle. Mais personne ne l'entend. Ou plutôt, personne ne répond. Cette nuit-là, elle paie un prix qui ne s'oublie pas. Pas en dollars. En silence. C'est dans un camp temporaire qu'elle la rencontre,
Marie-Thérèse, une femme haïtienne d'une cinquantaine d'années, aux yeux fatigués mais au sourire doux. Et petite, tu ne peux pas faire ça seule. Viens marcher avec moi. On vivra ça ensemble. À deux, le fardeau est moins lourd. Elles partagent la nourriture, les couvertures. Elles veillent l'une sur l'autre. Et dans cette jungle de peur, Nadine retrouve un fragment d'humanité. Alors qu'elles s'endorment l'une près de l'autre sous une bâche trouée, au milieu de la pluie, Nadine pense à son rêve. Les États-Unis. Une nouvelle vie. Une chance. Mais avant cela, il reste encore des frontières à franchir. Des murs à gravir. Des douleurs à avaler. Mais pour la première fois, elle ne se sent plus seule. À Tijuana, dans le refuge chrétien Santa Esperanza, Nadine a enfin un lit qui ne grince pas sous la peur. Elle a une routine. Du silence. Et du temps pour elle. Elle ne regarde plus derrière son épaule. Tous les matins, elle balaie la chambre. Elle récite quelques versets de psaumes qu'elle connaît par cœur. Elle prépare son sac pour aller à la boulangerie. Grâce à Sœur Alma, elle a obtenu un emploi stable. Elle pétrit la pâte, fait cuire le pain, nettoie les plateaux, emballe les pâtisseries. Le premier mois, elle reçoit une enveloppe avec son nom écrit au stylo bleu. Nadine J. Avec l'aide d'un autre réfugié haïtien, elle découvre un petit kiosque qui fait des transferts d'argent via Western Union et Moncash. Elle change ses pesos, serre les billets contre elle. Puis inscrit le nom de sa mère sur le formulaire. Chaque mois, même si elle doit se priver, elle envoie une petite somme. « Maman, je ne peux pas envoyer beaucoup, mais je pense à toi. Je tiens bon. » Son cœur se serre, mais son âme s'élève. Elle n'est plus un fardeau. Elle est une épaule. 1000 pesos, 1200, parfois 1500. C'est peu, mais c'est le sien. Un soir, elle réussit à parler à sa mère au téléphone. La voix est tremblante. Les mots entrecoupés. Mais la tendresse est intacte. Oui, maman. Je ne suis pas morte. Je n'ai plus peur. J'ai réussi à vivre. Elle décide de ne pas tenter le désert. Elle ne veut plus fuir la mort, elle veut choisir la vie. Avec l'aide de Marie-Thérèse et des indications de migrants rencontrés, elle monte vers le nord, jusqu'à Tijuana. Là, une église chrétienne ouvre ses portes aux femmes migrantes. Le refuge Santa Esperanza. Une chambre simple. Un lit. Un rideau. Mais pour Nadine, un miracle. Elle dort d'un vrai sommeil. Pour la première fois depuis des mois, elle rêve. Un jour, une travailleuse sociale mexicaine vient frapper à la porte de son dortoir. « Tu es Nadine Paul? Il y a un dossier en ton nom. » Grâce à l'intervention d'un avocat bénévole, et avec les papiers laissés par son amie Shana au Guatemala, Nadine reçoit une aide juridique. Des mois plus tard, elle obtient la résidence permanente au Mexique. Un carton simple. Un numéro d'identification. Mais dans son cœur, c'est un acte de renaissance. Nadine marche seule un matin sur la plage de Tijuana. Les vagues sont fortes. Le ciel gris. Elle s'assoit sur un rocher. Elle regarde l'horizon. Les États-Unis sont là, tout près, mais ce n'est plus son obsession. Elle a choisi. Elle a reconstruit. Elle n'a plus peur. Étincelle, je ne suis peut-être pas là où je voulais aller. Mais je suis là où je devais être. Grâce à une ONG locale qui aide les migrants vulnérables, Nadine apprend l'existence du programme CBP1, une procédure spéciale lancée par les autorités américaines pour certains cas humanitaires, permettant une entrée légale aux États-Unis via un parrainage. Elle n'a pas de parrain. Mais elle dépose quand même sa demande, avec l'aide d'un avocat bénévole de l'association puante de Esperanza. Elle prépare ses papiers. Preuve de sa fuite pour motif de persécution. Justificatif de sa situation actuelle. Lettre de recommandation du refuge et de l'église locale. Balance, le processus est long. Mais Nadine refuse de rester les bras croisés. La chaleur du soleil de Tijuana n'a plus le même goût amer. Après presque 2 ans d'adaptation, Nadine s'est taillé une place dans ce monde étranger. Elle travaille dans un centre d'appel bilingue, où son français, son créole et son espagnol appris dans la douleur sont devenus des atouts précieux. Femme à la peau mi-claire, ordinateur personnel, Nadine, tu fais un excellent travail.
Tu es rapide, poli, efficace. On te propose un poste de superviseur. C'est avec les larmes aux yeux qu'elle accepte. Ce n'est pas juste un poste, c'est un symbole. Celui d'une femme qui a fui l'enfer pour se reconstruire. Grâce à ce poste, Nadine réussit à épargner une somme solide. Elle n'a jamais oublié sa mère, restée en Haïti. Elle paie alors un petit logement à Jacmel, loin du tumulte de Port-au-Prince, et y fait envoyer de l'argent tous les mois. Un soir, alors qu'elle rentre du travail, une enveloppe officielle l'attend dans sa boîte postale. Elle l'ouvre, les mains tremblantes. Votre demande humanitaire a été acceptée. Vu les preuves de menaces de mort et d'agressions sexuelles liées au gang, vous êtes autorisé à entrer légalement aux États-Unis, dans le cadre du programme humanitaire spécial, CP1. Condition, vous devez fournir une adresse physique d'hébergement aux USA. Visage à la bouche ouverte, Nadine reste figée. C'est irréel. Ses jambes lâchent. Elle tombe sur le lit, tenant la lettre contre sa poitrine. Elle prend immédiatement son téléphone et appelle Valéria, son amie restée à Port-au-Prince. Écouteur téléphonique, Valéria, je peux aller aux États-Unis. Valéria pousse un cri de joie, et dit. Femme à la peau mi-claire, microphone, attends, ma grande sœur vit à Boston depuis plus de 20 ans. Elle travaille dans une école, son mari est pasteur. Je vais lui parler. Le lendemain, Nadine reçoit un appel de la sœur. Femme à la peau mi-foncée, tu es la bienvenue chez moi, ma fille. Nadine prépare tout. Elle met de côté ses économies, trie ses papiers, achète un vêtement chaud pour l'hiver de Boston, qu'elle n'a jamais connu. Elle fait don d'une partie de ses vêtements au refuge qui l'a accueilli. Un des anciens du centre lui dit. Tu as traversé les ténèbres, petite. Maintenant, tu portes la lumière, tu auras ta chambre. Ici, tu seras en paix. La veille de son départ, elle marche seule sur la plage, les pieds dans le sable, le regard perdu dans l'horizon. Vague, elle pense à toutes celles qui n'ont pas survécu aux derniers, à celles qui ont disparu, à celles qui ont cédé à la peur, aux abus, aux promesses vides. Mais elle est encore là. Elle murmure. Oui, maman, je vais y arriver. Pour toi. Pour nous. À l'aéroport, elle monte dans l'avion les yeux humides. Sur ses genoux. Sa lettre d'approbation. Une photo de sa mère. Et un petit sac en tissu contenant 2 coquillages ramassés sur une plage mexicaine. Pour ne jamais oublier d'où je viens. Nadine descend de l'avion à l'aéroport international Logan de Boston, serrant son sac contre elle. Les néons sont blancs. Les murs sont propres. Les gens parlent vite, dans un anglais qu'elle ne comprend pas toujours. Mais ce n'est pas l'anglais qui l'étourdit. C'est le silence. Après les klaxons d'Haïti, les cris de la jungle, les voix inquiètes du Mexique, ici, tout semble calme. Trop calme. Elle est accueillie par la grande sœur de Valéria, une femme chaleureuse, en robe longue, les bras ouverts. Femme à la peau mi-foncée, bienvenue, Nadine. Tu es ici chez toi. L'appartement est modeste mais lumineux. Un grand salon, un sofa beige, une Bible sur la table. La chambre qu'on lui donne est simple, mais il y a une bougie parfumée et une couverture rose. Nadine pleure en silence cette nuit-là. Non pas de peur, mais de soulagement. Les semaines suivantes sont étranges et dures à la fois. Elle apprend à utiliser une carte de transport. Elle découvre l'hiver. Elle enregistre ses documents. Elle suit des cours de conversation anglaise gratuits à la bibliothèque. Mais surtout, elle commence un petit travail de nettoyage dans une école le matin. Elle frotte les planchers, nettoie les bureaux, et écoute les enfants rire. Un jour, en passant près d'une classe, elle entend une petite voix dire en créole. Fille à la peau mi-claire. Je viens de Jacmel. Elle s'arrête, figée. Un enfant haïtien. Comme elle. Elle sourit. Elle se dit qu'elle n'est plus seule. Avec sa première paix, elle appelle sa mère à Jacmel. Écouteur téléphonique. Maman, je suis arrivée. Je suis en sécurité. Je t'aime. Sa mère pleure au téléphone. Et Nadine envoie de l'argent. Encore. Comme une mission sacrée. Un dimanche, dans une réunion communautaire, quelqu'un lui dit. Homme à la peau mi-claire, tu devrais écrire ton histoire. Ton parcours peut t'aider. Elle y pense.
Elle commence un journal, chaque soir. Des pages qu'elle remplit lentement. Elle écrit ses souvenirs. Ses douleurs. Et surtout, ses espoirs. Elle se répète souvent cette phrase. Memo, je ne suis pas venu ici pour fuir. Je suis venu pour vivre. Dans un parc de Boston, un jour d'automne, elle lève les yeux. Les feuilles tombent doucement. Les enfants jouent. Des joggeurs passent. Elle s'assoit sur un banc et murmure. Visage soufflant du vent, je suis libre. Et maintenant, je choisis ma direction. La caméra s'éloigne lentement. Sur l'écran, en fondu. Elle est partie sans rien. Et a trouvé tout ce qu'elle portait déjà en elle.